Salut les amis, bienvenue dans ce nouveau podcast qu'on fait à domicile cause confinement. Ce soir, le thème, le handicap. Et c'est une personne qui nous l'a suggéré le thème. Donc, on a essayé de se poser des questions et de vous préparer euh, des questions-réponses sur ce qu'est le handicap. Donc, bienvenue à tous et bonjour Nicolas. Bonjour, Monsieur Greg. Bonjour, bonjour. Oui, alors pour préciser, on est sur un format un petit peu différent d'habitude en termes de podcast. C'est-à-dire que là, on a vraiment cherché à travailler autour de la thématique, plus que de partir comme on faisait habituellement d'un texte et d'en faire une explication pour en découdre, ou plutôt pour en amener une thématique. Voilà. Donc, on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors, tu es venu avec des questions, je suis venu avec des réponses, et on va essayer de rendre ça très intelligent. Voilà. Ce qui C'est ça. est pas gagné en partant, mais on va essayer. Alors, vas-y Greg, pose ta première question. Alors, Nicolas, première question, toute simple. C'est quoi le handicap? Alors, très bonne question, très honnêtement, parce que je pense que bien des gens croient savoir ce qu'est un état, parce qu'on parle souvent d'un état, un état d'handicap, mais ils ne se rendent pas compte que leur définition est plutôt limitée. C'est assez simple à expliquer. Très souvent, on associe état d'handicap à quelque chose de physique ou de visible. Tu vois, une personne en fauteuil roulant, c'est facile de dire ben, cette personne est en état d'handicap. Une personne Mhm. non-voyante avec une canne, on le voit et on se dit oui, ça c'est aussi une personne en état d'handicap. Mais en fait, ça englobe beaucoup plus de choses que ça. En fait, pour être clair, ce terme, généralement, est utilisé pour désigner l'incapacité d'un individu à pouvoir vivre, agir et interagir avec son environnement. Et à cause d'une raison qui peut être une déficience physique, une déficience mentale, ou même, dans le cas dont on parlait du non-voyant, une déficience sensorielle. Euh, la plupart du temps, ça va se traduire vraiment par une difficulté à se déplacer, à s'exprimer ou à comprendre l'environnement pour la personne qui est atteinte de cet état de handicap. Et c'est là où la chose est très particulière, parce que tous les handicaps ne sont pas visibles, comme les deux exemples que je te citais en début. Il y a des états qui sont assez particuliers. Mais avant justement de rentrer dans cette description des états, je sais parce qu'on a travaillé ensemble et qu'on s'en parlait un petit peu avant de lancer la vidéo, que tu as un petit instant culturel à nous communiquer justement sur le terme handicap. Alors, vas-y. Exactement. En lisant un petit peu sur Internet des revues pour, j'allais dire, pour à moitié répondre aux questions, je me suis rendu compte qu'en fait, le mot handicap venait de l'anglais hand in cap, qui veut dire la main au chapeau. Et je trouvais ça assez pertinent et je voulais effectivement qu'on en parle. Tu sais ce que c'était la main dans le chapeau? Oui, et alors du coup, je l'ai lu, donc maintenant je le sais et je vais vous faire partager ce que j'ai lu. C'était un jeu du XVIe siècle où il y avait des cadeaux qui étaient dans un chapeau et les gens tiraient à l'aveugle le cadeau. Et c'est de là que vient ce terme hand in cap, qui est devenu en français le handicap. Ouais, oui, parce que c'était le côté, en fait, d'aller choisir sans savoir ce que Tout à fait. ouais. Effectivement, c'est assez particulier de te dire que quelque chose qui peut et
souvent créer une souffrance chez les gens provient d'un jeu, c'est-à-dire de quelque chose qui provoque du plaisir chez d'autres. C'est Euh, ça. Mais c'est peut-être finalement la définition n'est pas si mauvaise parce que nous, on associe forcément le handicap à quelque chose de très négatif dans notre pensée, alors que c'est simplement, enfin, j'ai envie de dire, comme tu disais, un moment où on a, comment dire, allez, je me suis embrouillé tout seul. Ça, je le laisse au montage. Non, tu le laisses. Je veux dire que c'est un moment où on est privé d'un sens Ouais. et que c'est pas forcément négatif. Tu vois, et c'est nous qui avons amené ce terme comme quelque chose de négatif. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Certes, là, c'est un jeu, mais je comprends ce que tu veux dire par négatif, positif, mais il, il faut que tu comprennes aussi que dans cette utilisation de ce terme, de handicap, il y a aussi une espèce de référence à l'espèce de hasard, à l'espèce de destinée qui fait que bah, parfois tu nais où il t'arrive un accident et tu te retrouves dans une situation de handicap. Et c'est souvent ce côté-là, en fait, c'est pas tant une histoire de négativité qu'une histoire de souffrance. Et d'accord. c'est très dur de dire que, d'ailleurs c'est même impossible de dire que les gens qui sont en situation de handicap ne vivent pas de la souffrance, parce qu'ils en vivent inévitablement. Euh, et souvent bien plus qu'on peut l'imaginer. Eh oui, Euh, bon, tout à l'heure je te disais que le handicap était bien plus que ce qu'on pouvait voir. Et justement, il faut savoir qu'on répertorie les différents types d'états d'handicap dans 5 grandes familles. Alors, tu as d'abord tout d'accord. ce qui est de l'ordre du handicap moteur, donc qui est lié à la mobilité, donc tout ce qui est de l'ordre de la paralysie. Tu as ensuite tout ce qui est de l'ordre du handicap psychique, donc tu vas retrouver là-dedans tout ce qui atteint le matériel cognitif d'un individu pour analyser et interagir avec son environnement, donc ce qui est de l'ordre de la psychose, de la schizophrénie, tous les troubles de la bipolarité, les troubles graves de la personnalité, et même certains troubles comme par exemple les TOC, hein, le fameux trouble obsessionnel compulsif. Alors, tu vois, par exemple, les TOC, c'est quand tu penses à TOC, tu penses à la personne qui va avoir des petites coutumes assez particulières, mais en fait, ça peut être plus invalidant que ça. Si Ouais. tu regardes, par exemple, un film tel que pour le meilleur et pour le pire, ou la série Monk, je ne sais pas si tu te souviens de cette Tout à série fait. policière, bah, tu avais deux personnages qui, par leur TOC, avaient bah, éprouvé énormément de difficultés à pouvoir évoluer en société. Eh oui, Pour le meilleur et pour le pire, par exemple, le personnage passe son temps à marcher dans la rue en évitant les petites traques, excuse-moi, les petites craques qu'il y a dans les trottoirs. Et si mais tu regardes nos trottoirs à Nice, tu vas te rendre compte que il y il ne en a marche plus. toutes les 5 cm, quoi. Et du Eh coup, ça peut faire que cette personne-là, qui refuse de marcher sur ces craques, eh ben, elle peut mettre plus de temps, voire même le double de temps que ce qu'une personne pourrait passer à parcourir la même distance. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui va limiter la personne. Donc, ça, c'est la deuxième famille, tout ce qui est de l'ordre du psychique. La troisième famille, on la confond souvent avec la deuxième, pourtant il y a une grosse différence, c'est tout ce qui est de l'ordre du handicap mental. Alors, c'est quoi le handicap mental? Eh ben, ça n'atteint pas forcément ce qui est de l'ordre de l'appareil cognitif qui va interpréter la société. C'est vraiment tout ce qui est en référence avec l'intellect et le raisonnement. Donc, d'accord. tu es dans tout ce qui est... ça y est, j'ai oublié le nom du terme.
ça va me revenir à un moment donné. Mais tout ce qui, tu sais, par exemple, des maladies telles que la trisomie 21, Mhm. l'autisme aussi, certaines formes d'autisme. Parce qu'en termes d'autisme, tu peux avoir un fort QI, comme c'est le cas par exemple dans le trouble de l'Asperger. On a des personnes qui ont souvent des capacités intellectuelles qui sont très hautes, mais tu peux aussi avoir des gens qui vont avoir des capacités intellectuelles plus faibles, et le terme ne revient toujours pas. C'est fou, ça m'énerve. Ça s'appelle... A few moments later. En fait, c'était aussi, je l'ai dit, c'est les troubles de la déficience intellectuelle. D'accord. Donc là, on parle vraiment en termes de capacité intellectuelle et non en termes d'interaction. Bien que des fois, les personnes peuvent être dans les deux cases. Tu vois, par exemple, tout à l'heure, je Oui. parlais de l'autisme. Bah, souvent, chez l'autisme, il y a un handicap au niveau de l'appareil cognitif qui lui permet d'interagir avec son environnement, mais aussi, parfois, il peut y avoir une déficience intellectuelle. Bon, la quatrième famille est certainement l'une des plus connues, c'est le handicap sensoriel, qui est généralement rattaché à une diminution ou une perte d'un de nos cinq sens. Mhm. Et enfin, la dernière euh, famille, celle à laquelle Catégorie. on pense peut-être le moins, c'est les maladies invalidantes, donc tout ce qui est de l'ordre de problèmes cardiaques, euh, ouais, problèmes d'hypertension et tout ça. Donc voilà, il y a plusieurs formes d'handicap, et tous les individus qui vivent avec un état d'handicap ne le vivent pas forcément la même chose. L'expérience de vie d'un enfant qui est par exemple qui souffre de troubles de l'ordre du 10, donc tout ce qui est dyslexie, dystorthographie, ne sera pas la même que un enfant qui a par exemple une perte de l'audition, donc qui est non-entendant. Tu as deux Ouais. expériences qui sont complètement différentes, et pourtant, il n'y a qu'un seul mot pour les caractériser. C'est ça qui parfois fait que c'est pas facile de définir ce qu'est le handicap, et ce n'est pas non plus facile de communiquer sur l'état d'handicap. Et oui, parce que je lisais effectivement que sur tout ce qui est les personnes en situation de handicap, 80% des handicaps sont non visibles. Mm. Et c'était troublant de voir ces chiffres. Et je lisais aussi que une personne sur deux va être amenée à se mettre en arrêt maladie au travail pour une cause handicapante. Donc Mm. finalement, c'est là que je me suis rendu compte que c'est vraiment, vraiment plus large que ce qu'on l'imagine. Oui, et d'ailleurs, tu fais bien de dire ça, parce qu'il faut aussi comprendre que tu peux avoir des handicaps qui sont permanents. Mm. Donc, par exemple, la perte de l'audition, la perte d'un sens, c'est permanent. Même Ouais. si, dans certains cas, par exemple, c'est le cas pour ma fille, sa perte va être compensée par la technologie actuelle. Donc, elle qui n'a plus de cochlée a des implants qui viennent remplacer le travail de la cochlée. Il en reste que c'est permanent. Elle n'aura jamais plus de sa cochlée qui fonctionnera. Sans ces implants, ben, elle est non-entendante. Et Mhm. tu as des handicaps qui sont temporaires. Par exemple, la dépression fait partie de la famille des handicaps psychiques, et surtout quand on parle de dépression majeure, parce que ça handicape le fonctionnement de la personne. Ça fait que la Ouais. personne n'est pas autant opérationnelle que d'habitude. Donc, là-dedans, tu te rends bien compte, notamment que, comme je disais, définir exactement ce que veut Ouais, c'est ça. dire le mot handicap n'est pas simple, mais c'est pas aussi simple à communiquer.
à oui, faire c'est clair. comprendre aux gens ce que c'est. Il faut C'est ça. quasiment faire du cas par cas. C'est ça. Je crois même que, tu me dis si je me trompe, qu'une personne, enfin une femme enceinte est considérée comme une personne handicapée, enfin en situation de handicap temporaire. Alors, je ne voudrais pas dire de bêtises là-dessus. Je Je sais. l'ai lu, alors peut-être à vérifier. Ouais. A few moments later. Ah, Je l'ai ok, peut-être ok. inventé. Hein. Alors, non, non, non. Excusez-nous, on a fait comme j'étais pas sûr et que c'est souvent intéressant de se renseigner. Effectivement, Greg a pas tort. Alors, c'est pas que le fait d'être enceinte rentre dans les handicaps autant que la société décide de considérer ou de donner les mêmes faveurs aux femmes enceintes qu'ils accordent aux personnes en état de handicap, afin qu'elles puissent accéder justement à des stationnements qui leur permettent justement de pouvoir se mouvoir hors de la voiture. Et je pense que juste en disant ça, je vais me prendre plein de pouces vers le bas. Mais de profiter en fait d'une certaine aisance, avoir accès. Bon, bah ça, c'est un truc qui existe depuis un petit moment. Par exemple, dans le bus ou dans le tramway, il y a des places qui sont réservées aux personnes handicapées et qui peuvent être utilisées par les femmes enceintes. Voilà. Donc, Très bien. c'est pas qu'on reconnaît qu'elles sont en état d'handicap, Ok. même Mais elle si je profite de pense certains que si on avantages. posait la question à ma conjointe, elle répondrait que elle avait du mal à fonctionner avec son environnement pendant ces périodes-là de sa vie. Il en reste que c'est plutôt en termes euh, de, Ouais, de de, confort de vie. de confort de vie, voilà, qu'on va les considérer à ce niveau-là. D'accord. Très bien. Et oui, et comme quoi, vive Internet, C'est ça. vive les sites où on sait aller chercher les réponses pour pouvoir répondre en direct comme ça. Et oui, oui. C'est ça. Bon, je te propose qu'on y aille avec la Euh, deuxième question. Très bien. Alors, pourquoi sommes-nous mal à l'aise face au handicap? Ah, bah ça, c'est aussi une très bonne question. Parce que c'est vrai que très souvent, on a une façon d'agir face au handicap qui démontre justement que c'est quelque chose qui peut générer chez nous une crainte, une forme de peur, euh, qui peut nous mettre mal à l'aise. Bon, il y a plusieurs explications à ça. La première, qui, à mon sens, est aussi la plus simple à saisir, c'est que inévitablement, l'être humain n'est pas forcément très à l'aise avec la souffrance. Alors, il y a des Mhm. gens, oui, il y a des exceptions, mais je pense très honnêtement que dans la majorité des cas, on n'est pas forcément à l'aise avec la souffrance, que ça soit notre souffrance ou celle des autres. Surtout qu'inévitablement, la souffrance des autres nous renvoie à notre propre souffrance. Ça n'empêche pas, bien sûr, de faire en sorte que quand on voit quelqu'un en état de souffrance, on va parfois chercher à aller l'aider, à aller le consoler. Mais il y a souvent un petit temps de réaction, un petit temps de latence qui peut être plus ou moins fort chez certaines personnes, qui montre que justement l'être humain n'est pas, même s'il est capable d'empathie, même s'il est capable d'amour et tout ça, n'est pas toujours très bien équipé pour faire face à la souffrance. Eh oui. La deuxième raison, c'est souvent dû à une méconnaissance de ce qu'est l'handicap. Euh, comment dire ça? J'ai déjà discuté avec une maman qui m'expliquait que lorsqu'elle amenait sa fille au parc, sa fille qui souffrait du trouble de la trisomie 21, ben, il y avait des parents, quand sa fille allait jouer avec des enfants, il y a des parents qui se levaient et qui allaient prendre leur enfant comme si c'était une maladie qui était contagieuse. C'est ça. Euh, alors, je suis peut-être un peu trop pas pessimiste, je suis peut-être un peu naïf, mais j'ai tendance à vouloir croire que
ce genre de réaction-là, ce n'est pas une réaction de méchanceté, c'est plutôt une réaction de méconnaissance de la maladie. La peur aussi, par exemple, que un individu qui souffre de ce genre de trouble-là peut être dangereux pour les autres. Alors, tu vois, tout à l'heure, on parlait des handicaps psychiques. Il y a des histoires et il y a des troubles qui font que, effectivement, des individus peuvent devenir dangereux pour les autres. C'est par exemple le cas des sociopathes. Mais, alors déjà, de un, les sociopathes sont moins fréquents qu'on le pense, et de deux, c'est pas non plus en termes d'individus, c'est pas non plus la population la plus importante. Hein. Dans les maladies mentales, c'est quand même assez rare, hein, les troubles liés à la sociopathie. Heureusement d'ailleurs. Après, pour le reste, ça peut arriver. Ça peut arriver, par exemple, que quelqu'un qui soit un paranoïaque, un schizoïde paranoïaque, donc une forme de schizophrénie, c'est possible que ce genre de personne-là puisse devenir dangereux pour son environnement parce qu'il va développer cette croyance que l'environnement est dangereux pour lui. Mais là aussi, c'est assez rare. Hein. La plupart du temps, ils sont plus dangereux en fait pour eux-mêmes que pour les autres. Oui, mais dans ton histoire de cette dame qui vient avec son enfant au parc, enfin, effectivement, c'est plus de la méconnaissance, de la peur, et encore une fois, là, on n'a pas parlé de la souffrance qu'a pu ressentir cette personne avec son enfant handicapé. Oui, et d'ailleurs, ce qui est intéressant avec les parents, c'est que souvent, ils vont plus souffrir, eux, de la situation de leurs enfants que de leurs propres enfants. Ah oui, oui, parce que les enfants, enfin, les personnes atteintes de trisomie 21 sont très heureuses et se rendent pas compte de l'idée de moquerie, ou Ouais, alors beaucoup moins en tout cas. c'est un peu plus complexe que ça. On ne le développera pas ici parce que ça prendrait quasiment une émission complète sur le sujet. C'est quelque chose de très particulier, la trisomie 21. Même l'autisme, hein, c'est quelque chose d'assez particulier. Mais effectivement, ils peuvent donner cette impression-là. En tout cas, ça arrive fréquemment que les parents se fassent beaucoup plus de soucis. Moi, je vois par exemple, par rapport à ma propre fille, souvent quand je l'amenais au parc, j'avais cette crainte qu'à un moment donné, parce qu'elle était non-entendante, bon, bah, les autres puissent la blesser. Alors que, bah, en fait, non. Les gens qui connaissent Évangéline savent qu'elle sait très bien se défendre toute seule. Elle n'a pas besoin d'aide. Et quand elle a un message à dire, elle va le faire passer. Mais c'est ça, il y a souvent la crainte, la peur, le fait qu'on imagine, comme je disais, qu'ils peuvent être dangereux. Alors oui, je sais, il y a des gens qui vont à un moment donné me dire oui, mais moi je connais une personne, sa fille, elle était à la crèche avec une personne qui souffrait d'un handicap psychique et à un moment donné, l'enfant ne s'est pas rendu compte et elle a blessé sa fille. Ok, ça c'est des accidents. Ça peut aussi arriver avec des personnes qui ne sont pas en état de handicap et ça ne rend pas les personnes qui vivent avec ces problématiques-là plus dangereuses que les autres. C'est juste la preuve que ils sont aussi des êtres humains comme tout le monde. Bon, voilà, c'est la raison pour laquelle souvent on est mal à l'aise. Je pense qu'il faut vraiment rattacher ça à deux choses. Notre rapport à la souffrance, où on n'est pas toujours à l'aise face à elle, et notre méconnaissance de la souffrance et surtout de la situation des personnes en état de handicap. Alors, Nico, question suivante. Pourquoi parfois on a l'impression que ce qui prédomine sur une personne, c'est son handicap? Tu veux parler en termes C'est-à-dire que quand je sais pas, on parle d'une personne, c'est son handicap qui ressort le la premier. qualifie. Que ce soit nous, qu'on la qualifie par son handicap, ou même elle, cette personne qui pourrait être... Alors, en fait, dans ta question, il y a deux questions, parce qu'il y a deux réactions. Il y a les réactions des personnes qui réagissent
par rapport au handicap et il y a la personne par rapport à son propre handicap. Donc, je te propose qu'on les traite en deux parties et Ouais, on très va bien. commencer par la personne en état de handicap. Pourquoi parfois elle va se qualifier au travers de ce qu'elle vit. Euh, Bon, il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, il faut savoir qu'ils ne le font pas tous. Il y a certains qui ne veulent pas qu'on les privilégie ou qu'on les prenne en pitié à cause de ce qu'ils vivent. Du coup, alors c'est pas qu'ils nient leur handicap, c'est plutôt qu'ils sont très discrets là-dessus. Ok. Euh, mais ça peut arriver. Ça peut arriver que l'état psychique, mental d'une personne, ou même ce que la personne, le fait que la personne ait vécu quelque chose qui était très traumatisant et qui a conduit à son handicap, c'est possible que ça l'impacte tellement qu'à un moment donné, elle ait l'impression de n'être que ce qu'elle vit. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, Ça, très c'est bien. un peu comme nous-mêmes face à certaines maladies. Inévitablement, quand on se retrouve face à des maladies qui sont violentes, qui sont dures, qui sont traumatisantes, on peut nous-mêmes ne faire référence qu'à ce qu'on vit qu'au travers de cette maladie. C'est comme si on devenait cette maladie. C'est par exemple le cas généralement avec le cancer, où la personne devient un cancéreux. Tu vois. Oui. Euh, mais ça va être généralement lié donc soit à la façon dont elle perçoit ce qu'elle vit, soit au traumatisme ou à l'événement qui l'a amené vers ce handicap. La question que tu vas me poser, c'est oui, mais tu as dit toi-même tout à l'heure qu'il y avait des personnes qui avaient un accident et qui devenaient et qui en sortaient plutôt avec un état de handicap et d'autres personnes qui naissaient avec. Oui, dans ce cas-là, on va se rendre compte qu'il y a une troisième composante, c'est la réaction des personnes qui te sont chères face à ton handicap. Il faut comprendre que l'identité d'un individu, elle se construit par rapport à cet individu, mais aussi par rapport à comment les autres, et surtout les personnes qui lui sont chères, vont réagir par rapport à qui il est. C'est toujours comme ça qu'on se construit. On se construit toujours en cherchant à se définir comme appartenant à un groupe d'individus Mhm. et en cherchant en même temps à se différencier dans ce groupe-là. Euh, et les premières personnes avec lesquelles tu vas généralement interagir par rapport à la définition de toi-même, c'est tes parents. Alors, beaucoup d'études, notamment en termes de psychanalyse, ont justement cherché à mettre de l'avant l'impact de l'amour maternel sur la façon dont un individu se voit. Sauf qu'on sait qu'au bout d'un moment, même si Freud avait cette tendance à tout remettre sur le dos de la mère, ben que le père a un plus gros rôle à jouer que ça aussi. Donc, inévitablement, un enfant qui naît avec un handicap dans une famille aimante, qui va lui prodiguer les soins dont il a besoin, qui ne va pas amoindrir son handicap, qui va être assez réaliste par rapport à ce que cet enfant va faire, risque d'avoir une identité plus solide, moins rattachée par rapport au handicap qu'il vit, qu'un enfant qui naît dans une famille qui vit très mal ce handicap, avec une mère qui cherche à surprotéger l'enfant, à la limite à l'entourer de coussins et de papier à bulles pour s'assurer que rien ne lui arrive, où là, par exemple, ben, d'un seul coup, le handicap devient plus fort que ce qu'il était et va occuper une part plus grande. Donc, ça, dans la réaction de la personne, elle va finir par se qualifier par rapport à ce handicap, par rapport à, comme je le disais, donc, sa perception de ce qu'elle vit, l'événement qui a engendré cet état et la façon dont les autres ont réagi. Voilà.
Donc, inévitablement, on se rend compte que peut prendre des proportions prédominantes comme n'importe quel autre trait que nous, on peut avoir dans nos propres identités. Tu vois, par exemple, toi et moi, on se définit en tant que chrétien. Et Mhm. ce n'est pas un état d'handicap d'être chrétien. Non. Pourtant, c'est un trait qui est fort dans nos identités. Et souvent, chez la plupart des chrétiens, le trait chrétien est prédominant sur l'identité. C'est exactement la même chose. Ok. D'accord. Maintenant, dans le cas où on parle des personnes qui vont qualifier les autres par leur handicap, euh, je pense encore une fois de plus que c'est lié à la méconnaissance et à notre réaction par rapport à la souffrance. Euh, alors, ça peut aussi être une façon de dénigrer la personne, mais je ne crois pas que ça se produise dans la majorité des cas. J'ai même l'impression des fois que c'est un espèce de réflexe un peu très humain. Je te donne un exemple. On va partir sur un exemple biblique. Euh, Si je prends le texte de Matthieu au chapitre 9 à partir du verset 20, on va lire que c'est alors qu'une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement, car elle se disait, si je peux seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Jésus se retourna et dit en la voyant, prends courage ma fille, tu seras sauvée. Et cette femme fut guérie de ce moment-là. On a donc là une histoire qui est assez connue, mais sous quel nom on Tout à connaît fait. cette histoire? Peux-tu me le dire? Ah bah oui, moi, c'est l'histoire de la femme à la perte de sang. Tu vois, on l'appelle la femme à la perte de sang. Pourtant, elle n'est pas qualifiée ainsi. C'est pas ce qui est écrit. Ouais. Non, le texte nous dit que c'est une femme qui souffrait, mais il ne l'appelle pas comme ça. On ne Ouais. sait même pas son nom. On n'a aucun renseignement sur son identité. Sauf qu'on a choisi de retenir pour la qualifier, pour lui générer une identité, sa souffrance, son handicap, sa perte de sang. Et voilà, je pense que parce qu'on pense souvent que c'est quelque chose qui est primordial, qui va définir la vie de l'autre. Et c'est là où je dis il y a un côté méconnaissance, parce que concrètement, le fait qu'on se concentre, par exemple, chez cette femme, sur sa perte de sang, ben, on peut passer complètement à côté du fait que c'est une femme de foi avant tout. Ça fait Mhm. 12 ans qu'elle se bat contre ça et elle ne baisse pas les bras. Et C'est on aurait clair. dû l'appeler la femme remplie de foi ou la femme qui lâchait rien. Tu vois, c'est comme ça on aurait dû plutôt la qualifier. Mais Oui. naturellement, on a une certaine tendance à qualifier les gens par les événements traumatisants qu'ils vivent parce qu'on donne souvent une charge émotive très, très importante à ces événements, alors qu'on devrait peut-être donner plutôt une charge importante aux événements qui ont fait que ces personnes-là se sortent de ces événements. C'est ça. Merci, Toi-même, Nico. tu nous confiais dans l'un des premiers, même le premier podcast qu'on a fait ensemble, tu nous confiais ton témoignage et tu parlais de ta guérison assez miraculeuse par rapport à ta tumeur dans le cerveau. Bon, bah, Mhm. pour certains, tu seras toujours ce miracle, euh, tu seras celui qui a été miraculé par rapport à une tumeur au cerveau. Mais tu vois, même si là, on focalise sur quelque chose de positif, le fait qu'il y a eu un miracle, ça ne te définit pas, ça ne définit pas toute la personne que tu es. Tu vois. Eh oui, bien sûr que non. Ouais. Voilà, tu es bien plus que juste cet événement-là. Mais comme on met la charge émotive et l'importance de la, mais comme on met toute la charge émotive sur cet événement-là, c'est lui qu'on va retenir pour dire c'est qui Greg, c'est un miraculé d'une tumeur à un cancer. Eh Voilà. oui. Très bien. Merci, Nico. Question suivante. Pourquoi on a tendance à minimiser ou à amplifier le handicap? Bon,
Là aussi, on est sur une question à double réponse. Euh, on va commencer avec la réponse de pourquoi les gens qui ne sont pas en état de handicap ont tendance à minimiser ou à amplifier le handicap des autres. Généralement, quand on amplifie, c'est très souvent, une fois de plus, lié à notre méconnaissance et à notre côté mal à l'aise face à la souffrance. Okay, quand on minimise, ça peut aussi, d'une certaine façon, être lié à ça, une façon de se dire non, c'est pas si grave, la personne peut y arriver, mais c'est malheureusement aussi un moyen de se déresponsabiliser en disant il n'y a rien là et en essayant de passer à autre chose. Tu vois, par rapport à ça, je peux te raconter une expérience vécue. Je pense d'ailleurs que je l'avais déjà racontée, mais je l'utilise souvent quand je veux parler justement du rapport qu'on peut avoir avec la souffrance des autres. À une époque, lorsque je vivais encore au Canada, Aaron, alors qu'il avait que 3 mois, s'est retrouvé à l'hôpital pour une maladie assez embêtante qui est une méningite eucolique aiguë en plus. Et du coup, on avait passé, je pense, je ne sais plus exactement, mais on avait passé plusieurs semaines à l'hôpital. Moi, je faisais des allers-retours à la maison. Sève, elle dormait sur place. Et on passait nos journées avec lui. Et c'était extrêmement épuisant. Et un jour, alors qu'Aaron était sorti de l'hôpital, il suivait toujours son traitement, mais il était moins en état de danger. L'église où j'allais à l'époque était en reconstruction de son local, et j'avais décidé, pour me changer les idées, d'aller donner un coup de main. Et donc j'arrive à l'église et je croise quelqu'un que je connaissais bien, qui était très au courant de la situation. Et il me pose cette question, tu sais, cette question qu'on pose en permanence sans forcément attendre une réponse, le fameux « ça va ». Est-ce que ça va? Voilà. Et moi, j'ai toujours décidé que si tu me demandes « ça va », je vais te le dire. Si ça ne va pas, je vais te le dire aussi. Tu vois. Et je lui ai dit non, en fait, je vais être honnête, je suis épuisé. Et il me répond texto « oui, mais la fatigue, c'est notre quotidien à tous ». Et il s'éloigne. Alors, il ne s'est pas éloigné parce qu'il n'en avait rien à faire de ce que je vivais. Il ne faut pas le prendre comme ça. Et ce n'est pas du tout d'ailleurs comme ça que moi je l'ai pris. Ce que j'ai bien compris dans ce qu'il me disait, c'est que face à ces situations-là, il était d'un seul coup mal à l'aise et que... Ouais, tu l'as fait bugger, oui. Ouais, voilà, il a un petit peu bugué et c'est la seule réponse qu'il a réussi à dire pour ne pas forcément avoir une discussion sur le sujet de la souffrance d'être un parent et de voir ton enfant souffrir. Parce que Oui. lui-même, ça le ramenait par rapport à des choses qu'il avait vécues. Et donc là, effectivement, il a minimisé ma propre souffrance. Donc on peut le faire à un moment donné pour essayer de se dédouaner, se déresponsabiliser de ce que l'autre vit. Tu vois, par exemple, un fait que moi je trouve assez terrible à Nice, dans notre belle ville, c'est qu'à un moment donné, ils avaient voulu, comme ils ont fait au Québec, installer des avertisseurs sonores sur les grandes avenues au niveau des feux pour permettre aux personnes non-voyantes de savoir quand elles pouvaient traverser. Là, il y a des gens qui se sont plaints parce que ça allait provoquer une nuisance sonore. Et que d'après eux, ils ont des chiens d'aveugle, ils ont des choses comme ça. Donc, non, c'est pas vrai qu'ils ont tellement besoin de ce genre de système. Et messieurs, mesdames, sachez que oui, ils en ont besoin. Oui. Mais dès que ça dérange les gens, tu sais. C'est ça, c'est comme combien de fois tu montes dans le bus et dans le tram et tu vois les espaces réservés aux fauteuils roulants occupés par des gens. Et c'est même des fois encore plus fascinant parce que quand tu as un fauteuil roulant ou une poussette qui normalement devrait pouvoir aller dans ce genre d'endroit, les gens ne se tassent pas, ils restent là. Moi, j'ai déjà vu dans le tram à Nice des gars en fauteuil roulant en plein milieu de l'allée parce qu'ils n'osaient pas demander à des personnes qui occupaient l'espace qu'elles ne devaient pas occuper
de se déplacer. Et une fois, j'ai même vu des contrôleurs qui étaient dans le tram, et c'est moi qui leur ai fait remarquer que les gens n'avaient rien à faire là, tu vois. Alors, je passe pour un délateur, mais c'est pas grave, parce que je suis pour la lutte et la défense des personnes en état de handicap. Mais si j'avais rien dit, le contrôleur, il passait, il contrôlait les tickets. D'ailleurs, c'était ça qu'il était en train de faire, sans rien dire à ces jeunes. Alors qu'il y a un fauteuil, clairement, qui est Eh oui. très visible. Tu vois. C'est dur de rater une personne sur un fauteuil roulant. Il faut le faire exprès, quoi. Ouais, ouais. Quitte à jeter un pavé dans la mare sur le tramway, sache quand même que Nice, qui a fait la ligne 2 du tramway, donc qui est en souterrain, a complètement oublié dans les évacuations de secours la possibilité que les personnes dans le tramway pourraient être en fauteuil roulant. Donc sache qu'une personne en fauteuil roulant au tramway de Nice qui serait sous les tunnels ne pourrait pas sortir. Il serait obligé de la porter. C'est beau quand même. Ouais. Ouais. Écoute, on en reparlera ça La question plus en suivante, lien avec ta question suivante. Juste c'est avant, clair. pourquoi une personne qui est en état de handicap pourrait chercher à minimiser ou à amplifier son handicap? Bon, ben, souvent, quand ils amplifient, et c'est pas dans la majorité des cas qu'ils font ça, ils ont même plutôt tendance à minimiser leur état. Euh, Souvent, c'est parce que ça attire la sympathie et parce que inévitablement, quand tu es en état de faiblesse, vu qu'on disait tout à l'heure que même si l'individu n'est pas forcément toujours très à l'aise face à la souffrance des autres, il en reste qu'on est des êtres empathiques, et que de voir quelqu'un en état ou en situation de faiblesse, généralement, ça peut provoquer des réactions d'aide et de soutien. Euh, Oui. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens, pas forcément les personnes en situation de handicap, hein, mais qui aiment bien se plaindre et vraiment amplifier voilà, parfois quelque chose qui est... oui, voilà, parce que généralement, ça va provoquer cette réaction. C'est ça qui est fascinant chez l'être humain. C'est comme je le disais, on n'est pas forcément à l'aise face à la souffrance des autres, mais on a des mécanismes qui vont nous permettre de pouvoir réagir face à ces situations-là. Et ça, c'est tout à fait fascinant, quoi. Ouais. Donc, oui, effectivement, ta cinquième question, hein. Alors, pour ceux qui se disent, comment est-ce qu'il connaît sa cinquième question? Eh ben, c'est parce qu'on a fait des notes. Eh oui, c'est ça. Du Euh, coup, cinquième question, certes, on a peut-être un peu abordé le sujet, mais quel est le regard de la société sur le handicap? Eh bien, comme tu le disais, la société française, qui est souvent une société qui s'enorgueillit un petit peu elle-même. Nous, on aime bien penser que nous, les Ouais, c'est ça. Français, on a beaucoup de choses à apprendre aux autres. Eh ben, sur la gestion du handicap, je pense que les autres ont plus à nous apprendre que nous, on pourrait leur dire. Parce Ouais, que, c'est très clair. honnêtement, en termes de gestion, euh, alors, je vais te donner un exemple encore plus pavé dans la mare que celui que toi tu as lancé. Il faut savoir que la MDPH, donc la maison départementale des personnes en état de handicap, c'est-à-dire l'organisme, euh, comment Qui dire, s'en occupe? oui, mais c'est géré par le gouvernement, c'est-à-dire c'est l'organisme Ah, national d'État. d'État qui est censé justement permettre aux personnes en état de handicap de pouvoir avoir des subventions, avoir des besoins qui soient répondus, trouver des ressources et tout ça. Bon, ils ont dans leur bâtiment, justement pour faciliter le traitement des demandes, des bureaux qui sont plus ou moins spécialisés par rapport à certains types de handicap. Très Et bien. le bureau qui centralisait les demandes souvent personnelles des personnes qui étaient justement atteints d'un handicap moteur et qui se déplaçaient en fauteuil roulant pendant très longtemps. Il était au deuxième, troisième étage de la structure, jusqu'au moment où quelqu'un s'est dit: ah, mais on n'a peut-être pas pensé au fait que si un jour les ascenseurs tombent en panne, et ben, ça va être problématique pour les gens de Ouais, c'est monter et ça. venir nous voir. Tu vois. Voilà. Eh oui. En France, ce genre de réflexion. Tu vois, moi, je connais parce qu'il y a quand même t'as des obligations légales
C'est-à-dire que, par exemple, au jour d'aujourd'hui, si tu ouvres un structure ou un magasin, excuse-moi, tu es censé avoir une rampe d'accès pour permettre aux personnes en difficulté de pouvoir accéder à ton magasin. Tout à fait. Ben, moi, je connais plein de boulangeries, de petits restaurants, de petits commerces comme ça, qui sont dans l'illégalité par rapport à cette loi parce qu'ils jugent que ça leur coûterait beaucoup trop cher que de faire les travaux et qu'ils préfèrent prendre Oui. l'amende et faire les travaux après. Ouais, il n'y a pas ou peu de contrôle et de toute Voilà, façon, rarement des sanctions. voilà, tout à fait. Et des fois, ben, socialement, il n'y a pas de réaction de la société par rapport au handicap. Tu vois, au jour Bah, d'aujourd'hui, très égocentrique, hein, la oui. société. Hein. Alors, regarde, je vais te donner je vais jeter un autre pavé dans la mare. Alors, l'objectif, c'est pas de faire de la politique, mais c'est pour montrer comment parfois les choses ne sont pas considérées et le handicap peut même parfois être non considéré par d'autres personnes qui ont un état d'handicap. À un moment donné, il y a eu un gros débat administratif, notamment dans la ville de Lyon et dans la ville de Paris, parce que les deux mairies avaient décidé d'utiliser l'écriture inclusive pour rédiger l'ensemble de leurs documents. Alors, on ne fera pas le débat de l'écriture inclusive, ce n'est pas le but. Il faut savoir qu'il y a des associations de personnes en état de handicap qui sont montées au créneau dans ces deux villes parce qu'ils essayaient de faire comprendre aux administrateurs que ce genre ce type de typographie était problématique pour des personnes en état de handicap, notamment pour les dyslexiques qui ont des problèmes de lecture qui est lié généralement à une malformation en termes cérébral, mais aussi de plus en plus on est en train de démontrer que c'est une malformation au niveau des capteurs qui sont sur le fond de notre rétine. Donc on parle de quelque chose qui n'est pas visible, mais pourtant qui est physique. Et pour les non-voyants qui utilisent des logiciels pour justement avoir accès à ces documents. Et vous pouvez vous amuser à faire l'expérience. Vous prenez un texte en écriture inclusive, vous le mettez dans Google Translate et vous le faites lire. Vous allez voir les difficultés que ça peut générer. Bon, ben, la réaction de ces personnes-là a fait que les gens qui défendaient l'écriture inclusive, alors pas la totalité des personnes, mais ça a fait que certaines personnes qui défendaient l'écriture inclusive se sont retrouvées dans la situation où elles se sont mis à mépriser des personnes qui étaient en état d'handicap pour pouvoir défendre le combat qu'il y a en arrière de l'écriture inclusive. Et parmi ces personnes-là, il y a il y a un groupe d'individus qui se revendiquaient comme des chercheuses en état d'handicap et féministes qui, à un moment donné, ont posté un document qui est une aberration que j'ai fait lire à plusieurs personnes dans des organismes justement de personnes en état de handicap que je connaissais et qui a révolté la majorité des gens à qui j'ai fait lire le texte, parce que dans ce qu'elles écrivent, donc elles se disent elles-mêmes en état de handicap, mais elles montrent énormément de mépris pour les personnes qui souffrent de dyslexie, puisqu'elles disent dans leur texte que les personnes qui sont dyslexiques, littéralement, alors elles ne le disent pas dans ces mots-là, mais grosso modo, ce qu'elles veulent dire, c'est ces personnes-là, essentiellement, elles ont juste à faire un effort de lecture et à un moment donné, elles finiront par s'y habituer. Alors moi, personnellement, je suis dyslexique. Ça, c'est un discours que j'ai entendu toute ma vie. Et quand j'étais à l'université, je pouvais lire jusqu'à 4 à 5 livres par semaine. Ça n'a que très peu fait évoluer dans le bon sens mon écriture. Et toi, Greg, qui me connais bien, tu sais que des fautes d'orthographe, j'en fais un paquet. Parce que dans ma situation à moi, chaque fois que je vois un mot, ce mot-là, dans son sens orthographique et même dans son sens grammatical, c'est comme si c'était la première fois que je le voyais. Je n'arrive pas à les enregistrer.
Donc là, par exemple, j'ai mes notes, j'ai le mot handicap. À chaque fois que je porte mon regard vers le mot handicap, c'est comme si je le voyais pour la première fois. Alors, au bout d'un moment, j'ai fini par, effectivement, elles n'ont pas entièrement tort, j'ai fini par développer des mécanismes qui me permettent de savoir comment s'écrivent certains mots. Mais est-ce que quelque part, on ne pourrait pas se dire, ouais, mais on a affaire à des personnes qui sont en état de handicap, qui déjà ont des difficultés à lire des choses que nous lisons facilement. Est-ce que quelque part, on ne pourrait pas juste leur faciliter la vie? Mais là où elles vont aller encore, à mon sens, plus loin dans le côté un peu méprisant de la chose, même si, alors j'utilise le terme méprisant, même si je pense que ce n'est pas ça qu'elles ont voulu transmettre, mais inévitablement, la lecture du document, c'est ça qui le fait ressentir, c'est quand elles vont contrecarrer l'argument des personnes non-voyantes, puisqu'elles vont dire que ce n'est pas un vrai problème, tout simplement parce qu'un jour, ces fameux logiciels qui servent de liseuse et qui leur permet d'avoir accès à ces documents, ces logiciels, un jour, ils vont être upgradés et ils vont pouvoir les lire. Oui, sauf que potentiellement, est-ce qu'on peut attendre le moment où ces logiciels sont upgradés pour qu'on passe à l'écriture inclusive? Parce que techniquement, aujourd'hui, dans ces deux villes, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y en a même il y a des organismes qui ont amené ça devant les tribunaux, il y a des personnes en état de handicap qui ne sont plus capables de faire appel aux subventions dont elles ont droit à cause de cette écriture-là. D'accord. Je le répète, l'idée ici n'est pas de combattre, condamner l'idée qui est en arrière de ce type d'écriture, c'est plutôt de montrer à quel point, par moment, au nom d'une bataille et d'un combat, on peut socialement complètement mettre de côté les personnes en état de handicap. Alors, il y a des choses, parce que là, on est beaucoup sur le négatif dans le regard de la société, il y a des choses qui sont faites qui sont extraordinaires. Genre, par exemple, de l'autre côté du Var, donc il y a Nice, de l'autre côté, il y a Saint-Laurent-du-Var, et de ce côté-là, ils ont ouvert énormément de plages handi-plages, avec des rampes d'accès pour justement les personnes en état de handicap. Il y a beaucoup de choses qui sont faites, malheureusement, en contrepartie de ce qui n'est pas fait, ça donne à la société française une saveur assez négative. Et tu vois, moi qui ai passé du temps au Québec, je peux te dire que sur ce point-là, la société québécoise est en avant par rapport à nous. Les gens sont moins posés de questions. En fait, au Québec, la façon dont ça a été géré, c'est qu'à un moment donné, il y a un humoriste qui avait fait un spectacle et l'objectif de son spectacle, c'était de montrer l'aberration que pouvait être la ville de Montréal pour une personne qui était en fauteuil roulant. Et le gars s'est littéralement mis dans un fauteuil roulant et il a fait des sketchs et des blagues sur ça. Et là, à un moment donné, les gens ont eu cette réaction. Tu sais, je suis sûr que tu as déjà entendu cette citation, je ne sais plus à qui on l'attribue, mais il y a quelqu'un un jour qui a dit, en parlant du travail de Molière, qu'au lieu d'en rire, on devrait en pleurer. Bon, c'est littéralement ce qu'a fait la société québécoise. Au bout d'un moment, ils se sont mis à se dire « Non, mais notre société, elle n'a pas de sens ». Et du coup, ils ont mis des rampes d'accès partout. Ils ont les signaux sonores. Il y a des accès en ascenseur ou avec les fameux trucs qui descendent pour le métro, parce qu'une grosse partie de la ville de Montréal, elle est souterraine. Donc, et juste aussi dans le regard des gens. Tu vois, au Québec, quand je me promenais avec Évangéline, ça pouvait arriver par moment qu'une personne vienne me poser des questions parce que, comme elle a des implants cochléaires et que ça clignote et que c'est quand même très visible, parce que les gens voulaient savoir ce que c'était, tu vois. Mais ce n'était pas de la curiosité malsaine, c'était plutôt, ils réalisaient qu'il y avait quelque chose avec Évangéline et ils voulaient juste comprendre ce que c'était, tu vois. En France, ça m'est déjà arrivé de me retrouver avec des gens. Par exemple, à un moment donné, j'étais dans un restaurant et la dame qui est à la table en arrière de moi fait une réflexion un peu à voix forte à son mari en lui disant oui, mais tu vois, je te l'ai dit que la petite fille, elle a un problème. Et moi, je me suis retourné en lui disant non, elle n'a pas un problème. Elle est en état de handicap, elle est non-entendante. La seule personne que je vois ici qui a ou qui est potentiellement un problème, c'est vous. Parce que je ne comprends pas pourquoi vous réagissez comme ça. Si ma fille vous pose un souci, posez-vous des questions.
Mais, et souvent, hein, la société, on ne se rend pas toujours compte, mais sur le plan du handicap, la société française peut avoir des réactions assez agressives dessus. Tu sais, c'est Et oui. un peu cette espèce de côté évolutionniste de l'être faible ne doit pas survivre à l'être fort. Bah, malheureusement, des fois, il y a un peu ça dans la société française. Moi, j'ai déjà vu des gens bousculer ma fille alors qu'ils voyaient l'état d'handicap. J'ai même déjà vu une personne non-voyante avec une canne se faire bousculer par des gens qui voulaient rentrer avant lui dans le tramway. Tu vois. Là, tu te dis, mais attends, mais oh, comment? Ouais, ah, c'est clair. Mais j'ai l'impression quand même, je sais pas ce que tu en penses, mais que depuis quelques années, j'ai l'impression qu'il y a des efforts qui sont faits. Oui, Je trouve que, bah, c'est par ce que je exemple, disais. Je disais, on en donne un portrait un peu négatif, mais je pense qu'on va dans la bonne direction. Sauf qu'il faudrait qu'on aille encore, ou qu'on bien marque sûr, plus. oui, Tu oui, vois, on va souvent entendre parler d'inclusion des minorités dans les séries, les films, les jeux vidéo, les jeux de société. Et souvent, ça fait référence à des origines ethniques, pas toujours à des problématiques d'ordre d'handicap. C'est-à-dire, on parle rarement de l'inclusion de personnes qui ont des maladies mentales ou de ouais. personnes qui sont en fauteuil roulant. Combien tu connais de personnages de séries qui sont en état d'handicap? Je veux dire, Le professeur Xavier, ouais. Et encore, il est joué par une personne qui n'est pas. Il a été joué oui. 2 fois par 2 personnes qui n'ont pas d'handicap. Il y Bah, a, il y a quand même quelques personnes, je sais pas, je pense, c'est quoi, c'est l'aube du sixième jour, non? Où il y a une personne oui, trisomie 21 qui oui, joue. il y a des acteurs qui l'ont. Et parmi eux, le plus célèbre, et son nom vient de m'échapper, c'est celui qui jouait Tyrion dans Game of Thrones, qui est un homme de... Alors, je sais plus, Détail. parce qu'ils ont changé tous les noms, mais qui est une personne de petite taille, on va dire ça comme ça, C'est espérant que ça. ça soit le bon terme. Parce que, Oui, oui. Ou même, c'est vrai qu'il se passe, je pense, à The Good Doctor, où il y a. Enfin, alors, lui n'a pas de problème, enfin, a non, priori, il joue un mais il personnage joue une personne. qui souffre de Je trouve troubles qu'il y a un peu plus de. Moi, par exemple, j'aime bien les Jeux Olympiques et j'ai constaté que depuis quelques ouais, j'allais dire Jeux Olympiques, eh ben, il y a beaucoup plus de passages à la télé des Jeux Paralympiques. Bon, Oui, il y a 20 ans, ils ne passaient pas à la télé. Hein. Tu n'étais oui, même pas au courant. Hein. oui. Et alors, bon, malheureusement, ça n'a pas très bien fini, mais beaucoup de cet engouement est venu de cet athlète sud-africain là. Ah, tu veux dire Pictorius? C'est Ouais, pas ça. Il n'était pas australien, lui? ou, Non, je sais plus. il était australien ou Ouais, sud. je sais plus. Enfin, qui a voulu tuer sa femme, c'est ça, par un moment de folie? Ouais, ouais, ouais. Ouais, alors, Ouais, finalement, on le retiendra pas pour les bonnes raisons, mais il a fait c'est ça. effectivement beaucoup pour. Mais c'est la première personne en situation de handicap qui a concouru avec les personnes valides, j'ai envie de dire. Voilà. C'est Et c'est vrai. souvent ce genre de choses qui va faire évoluer la cause. Mais jusqu'à quel point, tu sais, il y a beaucoup de... en fait, je dis il y a beaucoup. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a beaucoup plus, par exemple, d'acteurs qui souffrent d'état d'handicap, mais qui ne le disent pas, que Oui. de ceux qui s'affichent. Euh, et il y en a certains qui ont C'est des beaucoup... handicaps qu'on va dire qui sont légers, qui ne sont pas forcément Alors, visibles. pas forcément. Je ne sais plus D'accord? si tu te souviens de l'actrice qui jouait Mary Jane dans les Spider-Man, mais ceux de Lesquels? les 3 premiers. Les Les trois 3 premiers. premiers, c'est Kristen Dunst. Voilà. Bon, par exemple, elle a déjà communiqué plusieurs fois sur le handicap psychique qui un petit peu l'a éloignée pendant un certain temps des écrans. D'accord, Et je savais même pas. ouais. Oui, parce que c'est pas toujours quelque chose qui est mis de l'avant. Ouais, ouais. Je crois qu'il y a Keanu Reeves qui, je sais plus, il est une forme d'autisme. Enfin, je sais que j'avais lu quelque chose, des choses comme ça. Mais, Ouais. Bon, ouais. et voilà. Donc ça, c'est pour la société. Et là Ouais, où parfois
ça peut paraître un petit peu plus dérangeant, c'est quand ce même regard se retrouve dans ce que j'appelle la société dans la société, à savoir l'Église. Parce que très souvent, on ne s'en rend pas forcément compte, hein, on a souvent cet imaginaire que parce que l'Église, on la considère hors du monde, elle en est complètement. Mais le problème, c'est que comme on fait rentrer du monde dedans, C'est ça. comme le disait un de mes amis, tu peux construire l'église la plus parfaite que tu veux, à partir du moment où toi tu rentres dedans, elle ne l'est plus, parce qu'on est tous des êtres humains. Ben voilà, ce Exactement. regard un peu négatif qu'on peut avoir par rapport au handicap dans la société, on peut le retrouver dans les églises. Alors là aussi, comme tu le soulignais très bien tout à l'heure, je pense qu'on est sur la pente ascendante et que la situation n'est plus ce qu'elle a été. Mais concrètement, pendant très longtemps, il n'y a pas beaucoup de personnes qui se sont posé la question de savoir si les cultes étaient adaptés pour les personnes non entendantes. Tu vois. Mhm. Alors là, on commence à avoir des églises comme la Porte Ouverte qui forment des gens justement au langage des signes pour que le culte soit accessible à plus de personnes. Mais c'est une question qu'il faut qu'on reconnaisse que pendant plusieurs années, on ne s'était pas posé. Est-ce que, d'un point de vue accessible, une personne en fauteuil roulant pourrait aller partout dans notre église? Ça aussi, c'est une question qu'il faut qu'on apprenne à se poser. L'un des Mhm. points aussi qu'il faut qu'on questionne en tant que chrétien, et je sais que en disant ça, il y en a certains qui vont peut-être se fâcher face à nous, mais il y a une question qu'il faut qu'on se pose, c'est par rapport au miraculeux. Ok, dans le Nouveau Testament, on a plein d'histoires, comme celle que je te disais tout à l'heure, de Jésus qui fait des miracles avec des Mhm. gens qui étaient en situation de handicap et qui, après le miracle, ne le sont plus. Il y a le paralytique, Ouais. il y a l'aveugle de naissance, il y en a même plusieurs des aveugles, il y a même plusieurs Mhm. paralytiques, puisqu'il y en a aussi un qui est au bord d'une piscine. Il y a il y a plein d'histoires comme ça. Et parfois, nous, en tant que chrétiens, on est, j'ai envie de dire, surmotivé par ça. Et donc, Mhm. on peut transmettre. Alors, c'est ça qui est bien avec les chrétiens épanouis et les chrétiens qui aiment Dieu, c'est qu'ils sont contagieux. Et parfois, on peut transmettre et sans s'en rendre compte, on peut générer de la souffrance chez une personne qui est en état d'handicap. C'est-à-dire que on va tellement mettre de l'avant le truc miraculeux que si la personne a la foi, elle va y arriver, qu'on ne se rend pas compte que la contrepartie, c'est que si Dieu décide de ne pas faire le miraculeux, comme il a déjà décidé plusieurs fois de le faire, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que Paul a vécu toute sa vie avec sa fameuse épine dans la chair, ben la personne, au bout d'un moment, on peut complètement atteindre sa motivation, on peut même l'écœurer de l'Église, et toi et moi, on connaît des cas où ça s'est produit, parce que justement, la personne, d'un seul coup, elle se dit, ah ben oui, mais ils ont raison, et elle développe des attentes, et c'est pas toujours, alors, je ne veux pas dire réaliste, parce qu'avec Dieu, c'est pas forcément une question de réalisme, c'est une question de sagesse, quelque part, plus. C'est là où, à un moment donné, il faut comprendre que il y a des cas où Dieu préfère ne pas utiliser le miraculeux parce que la Mhm. personne en état de handicap, dans cette situation-là, elle peut le servir. Et par exemple, Tout à fait. tu citais tout à l'heure, lorsqu'on discutait en off, le cas de... J'ai oublié son nom. Oui. Oui. Oh mince, comment il s'appelle? Attends. Il est en train de chercher. Nick Vujicic.
Voilà, merci Greg de t'en souvenir. Et à un moment donné, justement, tu me disais en off, est-ce qu'il aurait eu le même impact si, s'il n'avait pas eu cette situation d'handicap? Et très honnêtement, vous pouvez trouver sa biographie en français. Lisez-la, c'est fascinant. Bah, personnellement, je me dis que oui, parce que l'impact n'est pas lié au handicap, mais à l'action de Dieu. Mais c'est fabuleux de le voir avoir cet impact-là, malgré sa Ah oui. condition et son handicap, quoi. Et c'est, c'est Ouais. incroyable, quoi. Ah, il fait des choses que nous, on ferait jamais, quoi. Et pourtant, Non, mais on méprise souvent les petites choses, alors que des fois, et même je dirais souvent, Dieu a cet humour d'utiliser ces petites choses qu'on méprise pour en faire des choses incroyables. Faut c'est jamais ça. oublier que Jésus, pendant très longtemps, ils l'ont appelé le Nazaréen, et que l'utilisation de ce terme, il n'était pas, il n'était pas C'était pas pour innocent. lui faire plaisir. Non, parce que Nazareth, c'était une bourgade de 100 personnes. C'est pas pour rien qu'un de ses disciples va dire, avant de rencontrer Jésus, qu'est-ce qui peut venir de bon de Nazareth? Parce que c'est une petite bourgade qui n'a pas forcément bonne réputation. Et même si Jésus est né à Bethléem, c'est mieux si tu veux le diminuer, c'est mieux d'utiliser Jésus Nazareth de que Nazareth. Bethléem, parce que Bethléem a une forte cote de popularité, hein. C'est quand même la ville du roi David, quoi. Et oui, Donc, c'est ça. et tout ça, et pourtant, ça n'a pas empêché Dieu d'utiliser cette petite bourgade de 100 personnes, qui est Nazareth, pour nous permettre d'avoir un sauveur, euh, même parce qu'il a choisi d'utiliser cette façon, ce plan-là, qui est sûrement le plan le plus extraordinaire qu'on ait rencontré. Exactement. Et justement, vu que tu rebondis sur la Bible, après le regard de la société puis le regard de l'Église, quel est le regard de la Bible sur le handicap? Alors, le regard de la Bible, il est complètement différent. Parce que il faut comprendre que quand Dieu regarde un individu, il ne le regarde pas du tout de la même façon que nous. Souvent, nous, on va regarder un individu au travers de ses défauts. Tu vois, par exemple, si je te demande de me décrire l'apôtre Pierre, tu vas certainement me parler du fait que c'est un impulsif, que c'est un gars qui agit et réfléchit après, un type qui se balade avec une épée, ou du fait qu'il a renié 3 fois le nom de Jésus, et que malgré ça, Jésus l'aime. Mais tu vois, on a une certaine tendance à insister sur les défauts du gars. C'est Comment ça. Jésus le voit? Jésus le voit et de la façon dont il a dit, et moi je dis que tu es Pierre, et sur Et cette sur cette pierre, pierre, je bâtirai mon église. En fait, Dieu nous regarde toujours en termes de potentiel. Et lorsqu'il va y avoir ce moment tout à fait étrange, tu sais, dans l'évangile de Jean, où Jésus et ses disciples passent devant un aveugle de naissance, et que les disciples vont lui dire pourquoi est-ce qu'il est dans cet état-là. Donc ce texte-là, vous le trouverez dans l'évangile de Jean au chapitre 9 à partir 9. du verset 1. Et justement, ils vont demander à Jésus, c'est lui qui a péché ou est-ce que c'est ses parents? Parce que faut comprendre qu'à l'époque, la conception du handicap, c'est que si tu en as un sur ta vie, c'est que Dieu t'a retiré sa bénédiction, tu vois. C'est Mais ça. dans le cas d'un enfant qui naît, qu'est-ce que l'enfant a fait pour que Dieu lui retire sa bénédiction? Sa Est-ce que c'est bénédiction. lui qui a fait quelque chose? Est-ce que c'est ses parents qui a fait quelque chose? Et puis alors, dis-toi, comment un enfant qui est dans le ventre de sa mère fait pour pécher? C'est assez fou comme C'est concept. ça. Mais qu'est-ce que Jésus va leur répondre? Jésus va leur dire, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Et Jésus va se servir de lui pour enseigner aux disciples ce pourquoi il est venu, mais surtout, il va guérir
l'handicap de cet homme, qui va devenir non-voyant, et la réaction que cet homme va générer avec la joie qu'il va exprimer face au fait qu'il a retrouvé sa vue, il va générer quelque chose de tellement incroyable qu'il va se retrouver devant le conseil religieux composé justement des chefs de la loi et des pharisiens. Lui qui jusque-là était méprisé se retrouve le centre de toute l'attention, et alors qu'il se fait interroger par ces personnes qui socialement étaient au-dessus de lui parce que c'est des hommes religieux, il va leur montrer que eux ne comprennent pas qui est Jésus, alors que lui, qui était méprisé, lui le comprend. Et c'est fascinant de voir qu'à aucun moment, Jésus ne s'intéresse aux défauts de cette personne. En fait, on ne sait rien de lui. On sait juste que, en termes de potentiel, cet homme-là avait la capacité de se retrouver et de faire les œuvres et donc excuse-moi, pas de faire les œuvres, mais de révéler les œuvres de Dieu au travers de lui. Et c'est exactement ce qu'il va faire. La Samaritaine aussi est un exemple extraordinaire en termes de potentialité. Elle est quasiment l'une des premières évangélistes de l'histoire, puisque dès que Jésus va lui parler, elle va courir au village, informer les gens qui sont là qu'elle a rencontré un homme. Alors moi, j'avais un prof de théologie qui faisait souvent la blague en disant que les villageois ont dû lui répondre quoi, un de plus. Quelque part, je veux dire, elle va créer le premier réveil de l'histoire, puisque les gens vont accourir vers Jésus et écouter ses enseignements. Bon, parmi les premiers réveils, on va nuancer un petit peu, mais c'est incroyable. Donc, la Bible, elle, ne voit pas du tout l'handicap, mais le potentiel de la personne. Ouais. Il n'y a aucun jugement, rien, quoi. Voilà. Et du coup, revenez au conseil que je vous donnais avant, donc à la fameuse biographie de monsieur. Je vais te laisser Nick redire ça. Vujicic. Qui est vraiment extraordinaire. Et c'est quelqu'un qui a fait une œuvre vraiment, vraiment incroyable, quoi, avec l'aide de Dieu. Mais pas seulement. C'est-à-dire que c'est pas seulement que le regard que la Bible pose, il est en termes de potentiel. La Bible va même aller plus loin encore. Là, tu me dis comment la Bible peut aller plus loin. Eh bien, tout simplement, il y a un verset qu'on va souvent citer, mais je ne sais pas jusqu'à quel point on le réalise. C'est Matthieu 25, le verset 40, où Jésus va dire « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous faites cela à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous le faites. » Jésus est littéralement en train de dire et en train de se mettre à la position d'une personne en état de handicap, en disant « Si vous m'aimez, si vous voulez me servir, si vous voulez me démontrer l'amour que vous avez pour moi, si vous vous considérez même comme chrétien, je pourrais dire, eh ben, il faut que vous preniez soin du plus petit de mes frères. » Donc, de toutes ces personnes-là. Donc, la Bible, non seulement elle voit la personne en état d'handicap en termes de potentiel, mais elle dit aussi à l'ensemble de l'Église que c'est leur rôle de s'occuper de ces gens-là, parce que s'ils font du bien à ces gens-là, c'est comme s'ils le faisaient à Jésus. Donc, oui. c'est dans l'identité de l'Église de devoir prendre soin de ces personnes-là. Et ça résume très bien la façon dont l'Ancien et le Nouveau Testament, à la base, traitaient les problèmes de type handicap. Je ne sais pas trop d'où les gens sont allés chercher cette idée de malédiction, de non-bénédiction de la part de Dieu qu'ils ont associée à la maladie ou au handicap, parce que très concrètement, le message de la Bible, ça a toujours été « prenons soin de celui qui souffre ». Et dans l'Ancien Testament, tu as Naaman, tu as plein de personnages comme ça qui souffraient et dont les gens ont pris soin, et ça a révélé les œuvres de Dieu. C'est clair.
Voilà. C'est clair. Dernière, j'allais dire question, conclusion. Ouais. Comment changer les choses? Ben, tout simplement, on vient de le dire, en réalisant que ce n'est pas une question de handicap ou de problématique. En fait, c'est une question de potentiel. Du coup, il ne faut pas mépriser ces personnes-là ou se dire ben, on ne peut pas trop réfléchir à la structure, aux choses comme ça. Non, il faut chercher à aller plus loin avec ces personnes. Euh, Tu vois, par exemple, trop souvent dans des secteurs comme l'éducation chrétienne, les gens se sentent un peu démunis face à des enfants qui sont en état d'handicap. Parce que, comme on le dit depuis le début, il y a cette méconnaissance. Mhm. Par exemple, prends un trouble aussi simple que un problème d'attention, un trouble de l'attention, un TDA, Ouais, sans forcément l'hyperactivité. Prends la version la, la la plus plus, simple. bah, pas la plus simple, mais peut-être la plus facile à gérer, tu vois, parce qu'en Ouais. plus, il y a d'autres problématiques avec l'enfant en état d'hyperactivité. Mais combien de fois les gens, quand tu dis que l'enfant a un trouble de l'attention, les gens te regardent avec un air de dire, mais qu'est-ce que tu racontes? Parce que justement, il y a une méconnaissance là-dessus. Et trop souvent, Eh oui. ces enfants-là, notamment en plus quand ils ont un trouble de l'hyperactivité, eh ben les gens vont avoir l'impression qu'ils font des bêtises, qu'ils sont incontrôlables, qu'ils ne savent pas se tenir. Et très souvent, ils vont faire des rapports aux parents qui déjà en prennent plein la semaine parce Ouais, que c'est ça. ils ont ça à l'école, et là, ils ont la même chose le dimanche matin à l'église. Il faut réaliser que ce genre de choses-là a un effet négatif, non seulement pour l'enfant, parce que ce que les gens n'arrivent pas à saisir souvent avec des troubles comme ça, c'est pas que l'enfant veut faire des bêtises, c'est qu'il n'arrive pas à s'empêcher d'en faire, ce qui est complètement différent. Euh, Et en plus, du coup, lui, il va se retrouver puni alors que techniquement, alors que des fois, il essaye de bien faire. Mais surtout, on accable les parents et parfois, ça peut être problématique. Donc, déjà, quand tu prends une petite problématique comme celle-là, ça peut faire des choses. Mais moi, par exemple, je pourrais te raconter des histoires avec ma fille qui sont plutôt drôles, quoi. Euh, Parce que euh, forcément, à cause de son handicap, elle n'a pas forcément les mêmes centres d'attention que d'autres enfants. Et par exemple, elle lui demandait de s'asseoir et de faire tu sais, les espèces de découpage là où quand tu déplies, ça fait plein de flocons, ça fait une guirlande de flocons de neige. Ouais, Bah, propose-lui de faire ça et tu vas voir que il y a de fortes chances qu'elle te répond non merci, bye bye. c'est ça. Voilà, parce que bah, c'est très statique, que déjà manipuler des ciseaux, c'est pas forcément évident, et que c'est une petite fille qui a des centres d'intérêt qui sont autres que ça. Est-ce que ça en fait une mauvaise personne? Non, ça en fait juste quelqu'un qui va réagir différemment. Et donc, pour peu qu'elle se retrouve face à un intervenant qui est un petit peu fatigué, alors tu vois, ça par exemple, je le constate souvent parce qu'elle est en école spécialisée, si elle arrive face à un intervenant qui est fatigué, qui a eu une mauvaise journée et tout ça, bon, bah, il y a peu de chances qu'elle soit coopérative avec la personne. Euh, Eh ou oui. même compatissante, hein, parce que elle a du mal à saisir que toi, tu puisses avoir une mauvaise journée. Elle est plutôt auto-centrée sur elle-même, ce qui est normal un petit peu pour son âge. Et... Donc voilà, il faut qu'en termes de connaissances, on réfléchisse à tout ça. Mais il faut aussi qu'en termes d'accueil, est-ce que dans nos églises, dans le sanctuaire, on a des espaces pour accueillir les fauteuils roulants? Est-ce qu'on a des places pour les personnes qui sont en état de handicap, qui sont libres? Parce que ça, c'est une des problématiques souvent qu'on a, notamment en France, hein, c'est que souvent, quand tu as un beau panneau blanc et bleu avec une personne sur un fauteuil, ben, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas en état de handicap qui se gardent dessus.
Alors, c'est pour ça que j'aime beaucoup l'humour monégasque, puisqu'il y a un petit panneau qu'ils ont rajouté sur ces C'est ça. pièces-là qui dit « Si vous prenez ma place, prenez aussi mon handicap ». Je pense que ça fait réfléchir ce genre d'humour, tu vois. Ouais, c'est clair. C'est plutôt bien trouvé de leur part. Ouais, je trouve aussi. Ouais. Mais est-ce qu'on a des places pour handicapés dans nos églises? Alors, peut-être qu'effectivement, il y a des trucs qui vont être plus compliqués d'autres, comme la formation à la langue des signes. Mais tu vois, par exemple, au jour d'aujourd'hui, on a quand même pas mal d'églises qui mettent leur culte sur YouTube. Sur Bah, Internet. fais l'essai de regarder combien d'entre eux mettre des sous-titres. Alors, oui, on va dire YouTube peut mettre des sous-titres, mais très honnêtement, vous ferez le test avec une vidéo qui a été professionnellement sous-titrée et une vidéo qui est sous-titrée par YouTube, et vous allez vous rendre compte que potentiellement, ce n'est pas le même discours qui est écrit, C'est même clair. si c'est la même vidéo. Donc, non, il y a comment changer le regard? En comprenant que c'est à nous, en tant qu'Église, de prendre en considération ces personnes et à apprendre à les voir comme Jésus les voit, c'est-à-dire en termes de potentiel. Parce que, inévitablement, la moisson est grande et souvent, quand on parle de réveil, quand on parle d'évangélisation, il faut savoir que les personnes en état de handicap sont souvent solidaires entre elles et quand elles sont bien accueillies, quand on s'occupe d'elles, elles le disent aux autres. Et C'est ça. en termes de conversion, ça peut amener des choses extraordinaires. Voilà. C'est clair. Bon, Écoute, je te remercie, Nico, d'avoir répondu t'as à comme toutes ces bugué là. Il y questions. a comme je te remercie, Nico. Excusez-nous, ça, un petit peu pour décompresser en fin de vidéo. Ça fait un petit moment qu'on tourne. Et je peux vous dire que vous allez avoir l'impression que cette vidéo est fluide, mais il va y avoir pas mal de montage, parce qu'on a été Ouais, c'est pas ça. mal dérangés. Il y a eu des Mais c'est pas grave, enfants. ça reste un plaisir que de faire ça. Peut-être un peu moins de le faire avec Greg, mais non, c'est pas vrai. Je t'aime, mon Prochain, Greg. tu le fais tout seul. Mais moi aussi, je te vois en termes de potentiel. Ah, c'est gentil. Allez, on va arrêter de dire des bêtises. Merci beaucoup à toi, Greg, pour tes questions. Merci beaucoup à notre auditrice pour le sujet, en espérant Tout à fait. qu'on a été assez compréhensible. Et on vous donne rendez-vous pour un prochain podcast. Alors, peut-être qu'il arrivera plus vite que le temps qu'on a mis entre celui-ci et le précédent. C'est C'est ça. presque 2 mois, je crois. C'est vrai qu'entre les confinements, les fêtes de Noël, les vacances, ça a fait pas mal de Le fait temps de se libre. remettre des fêtes de Noël, de toutes les Et- raclettes, les fondus. C'est ça. Allez, Eva, mon ami Greg, je te souhaite ce que tu Une bonne veux. soirée, journée. Bonne soirée, une bonne continuité. Et à vous qui nous regardez, je vous souhaite exactement la même chose, tout le bonheur du monde et une bonne continuité. Bye. Bye.